Bonjour. 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 Kim. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Camille. Bonjour. Philippe et Colline partent à la rencontre des habitants de cet immeuble pas comme les autres, sur l'ancien site d'Artamis à la Jonction. C'est ton appartement? Waouh, alors là, Avec ses espaces partagés, ses initiatives écologiques et ses commerces locaux qui enrichissent la vie de quartier. Le prix est vraiment lié au prix du producteur. Au bord du Rhône, nous verrons comment le débit du fleuve est régulé, tout en continuant à produire une énergie propre. On a la partie barrage et la partie usine qui sont au même endroit. Quelques rues plus loin, nous découvrirons les principes de l'upcycling et un atelier historique dédié à la réparation. Réparer plutôt que jeter. Go s'installe à la Jonction. Derrière cet immeuble singulier, la coopérative de l'habitat associatif. À l'époque des squats des années 90, la CODA voulait créer une alternative à la spéculation immobilière. L'immeuble de la Jonction est apparu en 2019, après la reconversion du site d'Artamis. Donc là, Kim, c'est ton appartement, votre appartement, parce que vous êtes nombreux, non? Exactement, on est une dizaine de personnes avec des enfants, des personnes âgées, des gens un peu de tout âge à vivre dans cet appartement. Alors de ce côté-là, c'est toutes les parties privées. On a de quoi vivre tout seul là-bas dans nos pièces individuelles. Et puis, en fait, on a cette grande cuisine ici qu'on partage tous ensemble. Et c'est l'endroit où on se retrouve. Et là aussi, on peut cuisiner. Donc en fait, on peut dire qu'on a chacun deux cuisines. Et on partage aussi l'imprimante, la box internet, quelques meubles. Chaque appartement collectif définit son mode de fonctionnement. On s'est rendu compte que chacun a sa manière de mutualiser. Par exemple, il y a un cluster là-bas, ils mutualisent tout jusqu'à la miche de pain. Tout ce qu'ils consomment en termes de nourriture est partagé. La pièce est déjà immense, c'est vrai que le logement il est immense. C'est pas fini, il y en a encore. J'aime bien cette pièce. Ici, on y travaille, on joue avec le bébé. C'est à la fois une salle de jeu, à la fois une salle de cinéma de temps en temps. C'est là où on écoute de la musique, c'est là où on prend un peu de recul par rapport aux autres. L'immeuble possède 10 logements collectifs. Les autres sont individuels et tout le monde se rejoint dans les communs. Nous, on utilise cet endroit pour faire de la peinture, comme vous voyez, pour faire de la céramique. Et d'autres espaces sont dédiés aux soirées, au bricolage ou aux tâches ménagères. Moi, je suis rarement venu et qu'il n'y ait pas de machine libre. Mais la vie en communauté n'est pas un long fleuve tranquille. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément appréhendé au tout début, en me disant bah oui, on fait des choix, on le sait le faire, la majorité l'emporte. Mais au niveau des rapports interpersonnels, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe que ça. Et nous faisons aussi la facilitation dans ce genre de choses. Il faut plutôt aimer croiser ses voisins, aimer avoir un bon rapport avec ses voisins et puis aimer faire des choses, échanger avec eux. Les jardins privés qui sont là, les semis qui sont au milieu, la petite serre. Et puis là, bah tiens, il y a Colline et Camille. Ah ouais. je vois là-bas ce qui ressemble un peu à un potager. C'est votre potager commun? Ah oui, c'est la grande caractéristique de notre immeuble, c'est ce potager partagé qui produit plus d'1 tonne de fruits et de légumes par année, mais je vous montre volontiers. Ah bah ouais, volontiers. 1/3 du jardin est séparé en parcelles de 3 mètres carrés qui sont attribuées par tirage au sort. On tire le nom des gens qui se sont proposés dans un chapeau et ils ont l'usage de ces 3 mètres carrés comme ils veulent, sans obligation, sans règlement. C'est beaucoup les coopérateurs et les coopératrices qui ont amené les évolutions de la CODA en disant mais si vous faisiez une chambre d'amis, on pourrait prendre des appartements plus petits. Si au lieu de faire des pelouses, vous faisiez des jardins, on pourrait cultiver. Si vous nous faisiez des endroits pour faire de la musique, on n'embêterait pas nos voisins.
tout ça, ça a été des discussions entre coopérateurs et coopératrices à un moment qui ont donné ensuite l'émergence des différents lieux d'activité et de commun dans nos immeubles. Tous les dimanches, les habitants se retrouvent pour jardiner et bichonner leur potager commun. Légumes, fruits, fleurs, tout pousse dans ce petit coin de paradis urbain. Waouh, alors là, il y a des courges, mais elles sont magnifiques, elles sont énormes. Nous-mêmes, on est émerveillés de la productivité de ce potager. Sur 40 cm de profondeur de terre, on fait des légumes, des fruits, des fleurs. On répartit les récoltes entre les gens qui travaillent. Et quand on arrive aux saisons où il y a des surplus, comme maintenant des tomates, on dit aux gens de l'immeuble de venir se servir. Mais ça demande du travail, un potager. Ça ne se fait pas tout seul. Là, on a un toboggan. Un toboggan, ça a été dessiné par les habitants qui ont voulu ça pour leurs enfants. Et si on n'est pas un enfant, on peut aussi aller. Ah, je vous en prie, allez-y. Ouais, trop cool. Et voilà. Tout le monde n'a pas la chance de Camille. Parmi les membres de la coopérative, des centaines attendent leur tour. Alors, on a pas mal de projets, hein. On en a à peu près 8 projets d'immeubles en cours pour à peu près 1 millier de logements. Ces nouveaux projets ne répondent qu'à une partie de la demande. Il faut en moyenne 7 ans d'attente avant d'avoir la possibilité d'intégrer un logement. En bas de l'immeuble se niche une arcade très discrète. C'est Caribou, tenu par un couple, Delphine et Olivier. Depuis 9 ans, ils proposent aux Genevois une solution durable très simple. Faire le marché à leur place et livrer les courses alimentaires à vélo. Il faut 24 heures en fait pour que, entre le moment où on passe commande et le moment où on reçoit sa commande, il y a un certain nombre d'étapes qui se passent effectivement. Quand le client passe commande, chaque commerçant reçoit sa commande sur l'application Caribou, donc l'application vendeur. Il va valider les préparations, ça nous informe qu'il a bien reçu la commande et que les produits seront prêts pour le lendemain ou dans 2-3 jours selon la date de la commande. Le lendemain matin, on va collecter les produits sur les marchés de Genève où ils nous sont livrés. Et l'après-midi, on livre le client à vélo. Pour mieux se développer, Caribou propose également son offre aux entreprises et aux écoles. Les écoles commandent des fruits, des légumes, des produits de boulangerie. Elles commandent des produits laitiers. Donc en fait, elles ont pour mission de proposer des goûters diversifiés, sucrés et salés aux enfants tout au long de la semaine. On peut proposer cette offre de produits frais et les livrer, ce qui est quelque chose d'utile pour les équipes du parascolaire parce que ça leur permet de ne pas prendre sur leur temps de travail pour aller faire les courses. Faire ses courses reste toutefois un plaisir. Et il arrive qu'on retrouve les clients derrière le comptoir. Salut Léna. Salut Colline. On commence à pas mal connaître le nid à Genève, mais est-ce que tu peux me rappeler un petit peu comment fonctionne cette épicerie? C'est une épicerie coopérative, participative. Donc en fait, tous les produits que vous voyez ici, c'est le choix des coopérateurs et coopératrices qui viennent faire leurs achats et aussi soutenir le fonctionnement du nid. Et du coup, qu'est-ce que les gens finalement aiment ici? Qu'est-ce qu'ils aiment trouver comme produit? Alors, donc c'est des produits locaux, biologiques, et en fait, le prix est vraiment lié au prix du producteur. Et donc, en fait, c'est la valorisation du producteur. Et en fait, on arrive à avoir des prix raisonnables parce que, comme c'est les coopérateurs et coopératrices qui font la majorité du travail ici, en fait, on a moins de frais liés à l'entretien de l'entreprise.
C'est 2 heures par mois, c'est pas énorme. Et puis on peut faire des shifts aussi le soir, par exemple. Il y a des shifts jusqu'à 20 h, même 21 h. Puis c'est sympa aussi de faire les shifts. Moi j'ai trouvé hyper important en fait de faire des shifts parce que c'est comme ça personnellement que j'ai découvert énormément de produits en fait. C'est trop cool. Un de mes produits préférés, c'est le riz de Vuilly, donc le premier riz suisse avec qui on collabore, ces producteurs. Et on l'a aussi version vrac pour essayer de diminuer les déchets. Ça profite et aux producteurs parce qu'il a moins de conditionnement et nous parce qu'en fait, après c'est moins cher. Genève, ma capitale, mon immeuble, un building, on fait pas partie de la suite. Et ça je le sais depuis que je suis petit, 022 mon 12, mec c'est le stress qui règne, je crache comme un jet d'eau. Antonin Calderon, vous habitez ici, dans cet éco-quartier de la Jonction. C'est sympa d'habiter là? J'habite juste là au-dessus et c'est vrai que j'expérimente la ville des 2 minutes, hein, dans le sens où je travaille en dessous, j'habite là, et il y a à peu près tout dans le quartier de la Jonction, le plus beau quartier de Genève. Alors quand vous dites travailler en dessous, c'est chez Après Genève. Cette année, c'est l'année des 20 ans. C'est tout un écosystème qui a été créé en 2 décennies. Ouais, ça a été créé il y a 20 ans par des pionniers et pionniers de l'économie sociale et solidaire en disant qu'il y a une autre manière de faire l'économie que ce qu'on connaît dans l'économie plus traditionnelle. L'économie, finalement, c'est un moyen pour créer des biens et des services qui sont utiles, qui nous rendent service et qui permettent de bien vivre en société. Et donc, dans plein de domaines d'activité, l'habitat, mais aussi l'agriculture, l'informatique, la formation, il y a des formes d'entreprendre, notamment les coopératives, les associations, mais aussi des SARL et des SA, avec lucrativité limitée, avec l'intérêt collectif et la transparence. Ça représente qui aujourd'hui ? Très concrètement, c'est 500 organisations entreprises à Genève. Il va y avoir la CODA, on est dans le bâtiment. Vous êtes allé voir, je crois, l'épicerie Le Nid tout à l'heure, qui sont des membres, mais on peut parler aussi d'utopie informatique dans l'informatique, on peut parler de réalisme dans ce qui va être insertion, on peut parler de plein de fermes, notamment de l'agriculture paysanne. On peut parler de plein d'exemples. Dans tous les domaines d'activité, c'est pas un secteur d'activité, c'est une manière de penser l'économie comme un moyen et non une fin. Vous avez lancé une étude qui s'appelle Locali. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement? Quel est le bilan qu'on peut tirer? L'objectif de Locali, c'est de dire proposons des abonnements dans tous les quartiers pour consommer différemment dans l'alimentation, dans les objets, la manière de consommer et de réparer les objets, dans les vêtements et puis dans la mobilité, qui sont les 4 gros domaines de la consommation individuelle sur lesquels on peut facilement faire un gros effort à Genève. Donc en partant de ça, on a analysé la demande, on a sollicité 7000 Genevoises et Genevois qui ont donné leur point de vue et par quoi ils étaient intéressés. On a regardé le modèle d'affaires, combien ça coûterait ces abonnements Locali. Et évidemment le potentiel de création d'emplois, 1200 emplois à peu près si on développe ça sur le canton de manière un peu massive, et 70% de réduction de l'empreinte carbone pour les 4 domaines concernés, donc c'est énorme. Et donc suite à ces conclusions, il y a à peu près une année, on est passé en mode projet, donc on développe Locali pas comme une étude mais comme un projet, et en cette rentrée 2024, on s'apprête à lancer la plateforme, une grande campagne avec le canton, la ville, les SIG, la FRC, pour déployer un peu partout à Genève les abonnements Locali. Pour être très concret, on peut amener une régie à dire finalement ça serait intéressant pour le quartier qu'il y ait tel acteur qui soit là et pas laisser la loi du marché se faire avec des boutiques qui sont peut-être moins durables. Alors ce qu'on remarque souvent, bon exemple c'est Pont-Rouge, c'est que s'il y a pas si les développeurs de quartier ne se mettent pas d'accord, n'ont pas une vision partagée, ça va justement au plus rapide, au plus offrant, et ça ne va pas forcément dire que ça va être pour le bien-être des habitants. Peut-être que ça va bien payer tous les loyers, mais finalement il y aura peut-être 2-3 pizzerias au même endroit, donc il y aura plus de diversité en termes d'alimentation, on va peut-être avoir une pharmacie qui va être trop loin par exemple, ou il va manquer un lieu pour faire réparer ces objets. Et donc c'est en même temps s'assurer qu'il y a une bonne cohésion, mais aussi s'assurer que les biens services de la transition, ils ont leur place dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il faut que ça, mais il en faut un peu partout pour rendre ça plus accessible et du coup changer aussi les comportements des habitants. Si ces initiatives récentes trouvent leur public, on trouve quelques rues plus loin une petite boutique historique et pourtant ce qu'elle propose est promis à un grand avenir. Les autres magasins ils disent jeter puis acheter un autre, mais nous on dit le contraire. Donc réparer plutôt que jeter. Dans cet atelier de réparation, les commandes se succèdent. À l'image de cette cliente qui souhaite faire réparer sa bouilloire électrique. Elle je pense qu'elle a 28 ans. Depuis 1993, tout peut être réparé ici. Petits et gros électroménagers, appareils sonos ou informatiques. Le patron ne s'est pas laissé décourager par les critiques, notamment celles de ses enfants. Ils ont toujours dit non, vraiment, ça ne va pas jamais continuer, ça va arrêter ça. Mais ça, c'est vrai, au début, il y avait seulement les clientèles personnes âgées. Ça fait 15 ans que je viens et comme ça j'utilise du matériel
excellent et qui me coûte 10 fois moins cher environ que si j'achetais du neuf. De plus en plus de jeunes clients qui arrivent dans notre boutique, on a un meilleur temps de penser, c'est positif. Qu'est-ce qu'on vous amène de plus comme objet? Qu'est-ce qui arrive le plus souvent pour la réparation? Depuis quelques mois, il n'y a que des machines à café. L'été, ça commence, il y a canicule, les machines à café tombent en panne plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup de vapeur, tellement de chaleur, les composants électroniques dedans qui tombent en panne plus souvent. J'ai une question à vous poser par rapport au prix, parce que parfois on a une petite imprimante à la maison, puis on se dit oh, autant en racheter une neuve, c'est aussi cher que de la faire réparer. Comment est-ce que vous ajustez les prix pour que finalement ça reste attractif de réparer? Quand ce n'est pas électronique, c'est mécanique. Le mécanique, on a tellement d'expérience, on arrive plus vite à réparer. Et puis on fait une facture moins chère possible. Mais des fois, vous essayez de rester compétitif en faisant un tout petit peu moins cher que le prix du neuf pour inciter à la réparation? Exactement, exactement. Parce que si on fait des réparations, même prix qu'achat ou bien plus cher, ce n'est pas le but. Ce n'est pas intéressant pour les clientèles. Voilà une rue de Genève qui a bien changé, c'est la rue des Rois. Alors on a maintenant un peu moins de bruit, donc une circulation ralentie, une trentaine d'arbres qui sont apparus, et c'est pas simplement pour le plaisir des yeux. Oui, effectivement, parce que ce qui a aussi beaucoup changé, mais qu'on voit pas, c'est justement ce qu'il y a sous nos pieds. Alors il paraît que ça s'appelle une fosse de Stockholm, parce que c'est une expérience qui est née à Stockholm, en Suède, et qu'on réplique ici à Genève pour mieux laisser passer l'eau dans les sous-sols. Oui, exactement. Donc en fait, il faut imaginer là que sous nos pieds, on a un mélange avec des cailloux et du substrat, ce qui permet de laisser passer l'eau, s'infiltrer l'eau. Quand il y a de la pluie, l'eau de la route va ruisseler, va venir se stocker dans cette fosse, et ça va permettre à la végétation de profiter de cette eau, parce qu'avant elle était perdue, elle allait directement dans les canalisations jusqu'à l'Arve au Rhône. Et le temps des travaux, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable pour les habitants, et il a fallu œuvrer de pédagogie pour qu'on comprenne en fait le bien fondé de cette expérimentation. Pendant le chantier, à l'heure du déjeuner, les services de l'État proposaient des visites de terrain. En fait, il y est de l'autre côté, mais il était là, tu vois, l'endroit quand il y a le changement de revêtement là. Dès 2007, la ville a décidé de changer un peu ça et notamment de pouvoir enlever les places de parc ici pour végétaliser. Au début, c'est technique et pourtant pas si compliqué. Et pour faciliter la compréhension, une quinzaine de curieux pouvaient s'entretenir avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes et des spécialistes des arbres et de l'eau. Ici, cette carte, elle montre les surfaces qui sont en jaune ici. C'est les surfaces qui sont en bassin versant unitaire. Ça veut dire que les eaux usées et les eaux mélangées se rejettent dans le même collecteur et tout ça finit à la station d'épuration. À cheval entre l'Arve et le Rhône, la jonction, c'est une histoire d'eau et d'énergie. Le bâtiment des forces motrices en est le témoin parfait. Construite entre 1883 et 1892 par l'ingénieur et politicien Théodore Turrettini, cette usine de pompage est utilisée à ses débuts pour alimenter en eau sous pression les fontaines, les maisons et les industries. À peine créée, elle est aussi adaptée à la production d'électricité. C'est ici également que les Genevois ont vu jaillir pour la première fois en 1886, celui qui deviendra le symbole de notre ville. J'avoue que j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait quand le jet d'eau était là. Le bâtiment des forces motrices est abandonné dans les années 60, avec le départ des industries en périphérie de la ville. Classée monument historique en 1988, l'ancienne usine est transformée en salle de spectacle et devient le BFM. À l'aval du bâtiment, le barrage du Seget, achevé en 1995, poursuit l'histoire entre eau et énergie. Un barrage en pleine ville, c'est pas très commun finalement. C'est pas très commun parce que le lac Léman finit ici, en fait, finit à ce barrage. Et ce barrage constitue la fin du lac et le début du Rhône. C'est pour ça qu'il est ici, en plein cœur de la ville de Genève. Et donc ce barrage sert avant tout à réguler le Léman, le débit du Rhône. C'est vraiment sa fonction première. Avant, c'était un petit peu plus artisanal. Voilà, donc depuis 1895, le niveau du lac était réglé par le pont de la machine. C'était des rideaux en bois qui étaient actionnés quotidiennement par des employés de SIG
qui venaient monter, descendre ces rideaux pour réguler le niveau du lac. La première fonction, c'est effectivement cette régulation du niveau du lac. Ça devenait archaïque, ça a duré 100 ans. Et puis en 1985, l'État a décidé de remplacer ce pont de la Machine par le barrage du Seget pour une régulation plus moderne. Du coup, le barrage, il a cette fonction de régulation, mais aussi la fonction de production d'électricité. Donc on a vraiment les deux parties finalement, même physiquement. Exactement. Donc on est sur un ouvrage qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a la partie barrage et la partie usine qui sont au même endroit. Donc on a ici des vannes qui vont fermer le passage de l'eau et obliger l'eau de passer à travers la partie usine. Et dans la partie usine, on va aller voir, il y a des turbines qui vont fabriquer de l'électricité. Sécurité voilà, avant tout. Sécurité. Là, on descend sous le niveau d'eau. Oui. Nous voilà dans la salle des turbines. Alors une particularité de ce barrage, c'est qu'on a des turbines qui sont horizontales. Ça, c'est assez inédit. C'est le seul ouvrage de ce type-là qu'on a nous, mais il y en a d'autres. Souvent, ce type d'ouvrage dans les villes, comme on ne veut pas avoir un grand bâtiment dessus qui n'a pas beaucoup de place, on va mettre des turbines à axe horizontal. Et du coup, on n'a pas la place de mettre des gros alternateurs, on met des tout petits alternateurs, ce qui implique de multiplier la vitesse de la rotation de la turbine. Là, elle tourne à 50 tours minute, derrière, elle tourne à 750 tours minute, et c'est cette machine-là, comme une boîte à vitesse, qui va accélérer la vitesse de rotation pour pouvoir mettre des alternateurs plus petits. Donc là, le barrage du Seget, il produit environ 1% de l'électricité consommée à Genève. On peut se dire que c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est un peu symbolique au final? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est 1% de la consommation genevoise, mais c'est 4 à 5% de la consommation des ménages, par exemple. Donc c'est important d'économiser, mais c'est aussi important d'avoir de la production locale, renouvelable, propre, sûre. On ne fait pas de déchets, on la fait ici, elle est directement distribuée à nos clients. Donc non, c'est quand même, alors c'est pas énorme, mais c'est quand même une production importante et on y tient beaucoup. Au-dessus de nos têtes, il y a la turbine, donc là il y a de l'eau qui est en train de couler et la turbine qui tourne. La turbine, elle est exactement au-dessus de notre tête. Donc l'eau, elle arrive de là, elle se concentre, elle fait tourner la turbine et elle va ressortir en direction de la vallée. Qu'est-ce qu'on voit là? Ces éléments nous servent à régler la quantité d'eau qui va passer à travers la turbine. Donc en fonction de la quantité d'eau disponible, de l'énergie dont on a besoin, on va ouvrir plus ou moins grand pour laisser passer plus ou moins d'eau. Et là, quand elle tourne comme ça, elle produit l'équivalent de... Si on prend une famille moyenne, elle va consommer 4000 kWh par année à peu près. Donc une turbine ici, si vous la regardez pour tourner pendant 2 heures, elle aura fourni l'énergie pour une famille genevoise moyenne. Allez, retour à la surface et direction le quartier des Bains, connu pour ses galeries d'art, mais pas seulement. Bonjour, bonjour Marie-France. Bonjour Philippe. Merci de nous accueillir. Eh bien, merci de venir nous voir. Elle est belle la boutique, hein? Je vous remercie et j'ai hâte de vous la présenter. Alors vous venez du monde du luxe. La pièce que vous portez, elle est ici justement. Quelle est son histoire? C'est une imitation de soie, crêpe, avec un détail de soie à l'intérieur imprimé. Et les deux tissus ainsi que les fournitures sont tous des éléments qui sont récupérés chez nous et donc transformés. L'upcycling, c'est du recyclage avec la touche du créateur. La noblesse de matériaux, la volonté du design sont des priorités. Et Philippe est sous le charme. Moi, je suis tombé amoureux de ce banc. Alors, vous n'êtes pas le seul à tomber amoureux de ce banc parce qu'il a une dimension très sentimentale. En effet, Johan Clairbout, qui est notre designer de l'atelier menuiserie, donc c'est le pendant de l'atelier textile mode, c'est-à-dire que les éléments sont faits avec des matériaux de récupération. Et puis, un de nos endroits préférés avec Johan, c'est les bennes, c'est-à-dire là où encore d'autres choses sont jetées et on avait trouvé ces panneaux pour les randonnées. Comment est-ce que vous vous organisez dans le courant de l'année pour créer tous ces objets nouveaux? On produit sur le secteur mode 2 collections par année. On s'est calé sur printemps-été, automne-hiver et après on a un système de création et de production qui nous permet de faire des réassorts à peu près toutes les 2 semaines. Il y a des nouvelles pièces qui arrivent en boutique et ce qui fait qu'on évite les stocks. L'upcycling a donc un objectif écologique et social. La marque Upcyclerie est née d'un partenariat avec Caritas Genève.
Alors des produits haut de gamme, des pièces design, c'est aussi un engagement de l'upcyclerie d'avoir un personnel qui a un profil particulier, appelons les Watts? C'est une vraie volonté de l'institution. Pour raccrocher ce projet à Caritas Genève, il était essentiel en fait de repartir sur les valeurs, on va dire le cœur de métier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Être durablement éloigné du marché de l'emploi, c'est une situation de vulnérabilité. Il était clair pour Caritas en fait, de mettre en place une structure qui permettait à ces gens d'être accompagnés tout au long du cursus de formation. Donc les ateliers, que ce soit l'atelier menuiserie ou l'atelier couture, sont vraiment des espaces de formation et d'insertion professionnelle dans lesquels on amène les gens vers la certification et vers un métier. Ça, en fait, ça marche extrêmement bien, donc tous les fans en fait, de ces clubs, dès qu'ils passent ici, s'arrêtent. Quand je reviens, ça sera tout couleur grenat, j'espère quand même. C'est l'idée, mais c'est une denrée rare en fait. La jonction, en perpétuelle ébullition, se renouvelle. Le quartier conserve son caractère anticonformiste. Et c'est sans doute pour cela qu'il attire toujours autant.